Bienvenue dans notre émission Sapicopark. L'angle de Sapicopark est volontairement provocateur pour échanger sans langue de bois sur différents sujets avec des positions plus ou moins différentes et pourquoi pas pour casser des clichés, pour balayer des idées reçues. La sécurité économique globale, mais de quoi parle-t-on? Quels sont les enjeux exactement? Pour rappel, les règles et les outils de la compétition économique changent et voient l'émergence de nouveaux acteurs qui bousculent les schémas concurrentiels traditionnels et recomposent les équilibres et les rapports de force économiques. Les nouveaux avantages concurrentiels déployés par ces acteurs résultent de stratégies politiques et économiques visant la conquête de marchés grâce à des leviers jusqu'ici pas ou peu considérés comme stratégiques. Dans ce contexte de compétition exacerbée et d'asymétrie des rapports de force entre pays et entre entreprises, le premier acteur à adopter un positionnement stratégique bénéficiera d'un avantage compétitif majeur. Il devient donc d'autant plus important de protéger les atouts économiques, technologiques et scientifiques afin de réduire les risques qu'ils soient captés et explorés par des acteurs étrangers. Bonjour Marc, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Véronique, merci de m'avoir invité. Parler d'un sujet qui me passionne en plus. Oui, mais tout en te mettant sur le grill quand même, parce très, que là c'est quand même un sujet assez fort. Déjà, pour commencer, c'est quoi la sécurité économique? De quoi on parle exactement? Parce que très franchement, j'ai regardé un peu, qui a envie de lire ce pavé? Oui, alors, je te fais grâce des autres, parce que si j'avais voulu, j'en aurais rempli la table. Et ce qui a attiré mon attention, c'est surtout les 28 fiches. Tu sais, ça m'a fait penser, quand j'étais plus jeune, on avait des petits albums qui s'appelaient Martine, Martine à la mer, Martine à la montagne. Ouais, là, tu as 28 Martines, hein, avec des fiches quand même qui sont assez conséquentes. Ça dépend celle que tu prends, c'est du recto verso. Enfin, assez soporifique, si tu as envie de t'endormir, tu as du mal à t'endormir le soir. Moi, j'encourage tout le monde à lire ça. Mais qui a envie de lire tout ça pour justement comprendre un peu c'est quoi la sécurité économique? Allez, il y a plusieurs questions en fait dans ce que tu exprimes. Ah oui, et c'est une approche très française. Et justement, la France a un petit peu de retard en termes de sûreté économique. Et je pense que la publication de toutes ces fiches de la part de ces différents acteurs, je vois que tu as des éléments du CICE, en tout cas oui, l'État, de différents organismes. L'État au niveau national et au niveau local est de plus en plus investi parce qu'on a un retard à rattraper. Et ça fait peut-être beaucoup de fiches, mais en fait, il y a beaucoup de Martine aussi. C'est-à-dire pas beaucoup d'exemplaires de Martine, mais il y a Martine qui a sa société, sa TPE, Martine qui a sa PME, Martine qui a son grand groupe. Martine à l'aéroport, Martine qui accueille du personnel temporaire. Mais parce que Martine, c'est un petit peu l'exemple. J'aime beaucoup cette référence à Martine parce que Martine, finalement, on va pouvoir la transposer sur n'importe quelle personne et sur n'importe quelle entité, quelle que soit sa taille, quelle que soit son activité, parce que les risques vont être différents. Il va y avoir des choses communes, mais il va y avoir des risques différents. Pour revenir à la définition de la sûreté économique, il y a 36 000 définitions. On parle beaucoup d'intelligence économique, qui est un peu une mauvaise traduction en fait, de l'anglais. On parle de renseignement d'entreprise. Et pourquoi faire de la sûreté économique face à des manœuvres de renseignement économique? Parce que pour bien comprendre son écosystème, beaucoup d'entreprises ont besoin de savoir comment fait son concurrent, comment agit peut-être quand je travaille à l'international, les concurrents à l'international, également les acteurs étatiques. Et on n'a pas envie de donner son secret, on n'a pas envie de donner sa recette de grand-mère, on a envie de préserver son savoir-faire. Oui, mais est-ce que j'ai besoin de sécuriser moi, je le préserve parce que mes salariés ont signé une clause de confidentialité, parce que, on a parlé de cybermalveillance il y a quelque temps, toutes mes données sont hyper protégées, donc c'est quoi en plus la sûreté économique? Qu'est-ce que je vais mettre en plus sur le tapis pour me protéger? Je m'estime être déjà bien protégée. Alors, j'ai lu quelques fiches. Par exemple, je suis allée à l'aéroport, je ne me suis pas connectée au Wi-Fi de l'aéroport. Voilà. J'ai enlevé mon disque dur. J'ai pris quelques précautions qui semblent logiques et élémentaires. Donc, qu'est-ce que je vais faire de plus avec ta sûreté économique, ta sécurité économique? Il y a plein de choses. Alors, on parle de 28 fiches, et encore, il y a d'autres éléments, mais on pourra en rajouter encore bien plus.
Tout dépend du pays dans lequel on va aller, tout dépend de notre activité, de l'intérêt qu'elle peut susciter, tout dépend de nos partenaires aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on est une TPE-PME qu'on n'intéresse pas, je dirais, d'autres pays, d'autres structures plus grandes, parce que souvent, quand on est une petite entité, petite ou moyenne, eh ben, on sert de prestataires, de fournisseurs, de partenaires à des plus grands groupes qui, eux, clairement, ont des intérêts, ont des activités, étatiques, liées à la défense, liées à l'économie de la France de manière plus lourde, je dirais. Et quand ce sont des entités qui sont souvent bien protégées, on parle du 440, etc., ils ont les moyens de se protéger, ils ont les moyens de former leur personnel, etc., leurs dirigeants aussi, qui sont les premières cibles. Excuse-moi de t'interrompre, mais je vais encore te piquer. Ben non, parce que là, il y a quelque chose qui m'interpelle quand tu dis ça. Admettons, je suis une entreprise, je travaille pour un très grand groupe qui est hyper protégé, qui est dans la défense. Oui. Okay, mais sauf que quand il m'a présenté le contrat pour la sous-traitance, il y a des cases que j'ai dû cocher et j'ai peut-être même vécu un audit pour justement les rassurer et justifier le fait que je m'étais protégée. Donc tu parles de ça ou tu me fais passer, moi, en tant que sous-traitant, comme étant la fragilité d'un grand groupe? C'est comme le contrat dont tu me parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la confidentialité que tu demandes à tes collaborateurs, à tes équipes, à tes partenaires, etc., et ben, de la même manière, les contrats, c'est une chose. Ce que l'on signe, c'est une chose. Ce que l'on fait vraiment, c'est plus compliqué. Et il y a des entités... on n'est pas forcément dans du James Bond. Le privé le fait très bien. Les anglo-saxons, c'est dans leur culture depuis plus de 20 ans. Et c'est ce retard-là que je voulais souligner tout à l'heure. Et ils n'ont pas de soucis, c'est un sport même. Il ne faut pas le voir comme de la malveillance forcément, mais c'est un sport. C'est-à-dire que plus je vais obtenir des renseignements sur les activités, les process et les savoir-faire de mes concurrents à l'étranger ou même au sein même de mon propre pays, je vais avoir des éléments pour moi grandir, me développer, aller chercher les cibles que eux prospectaient peut-être dans un sens. Je vais avoir des idées de leur pricing, la tarification, on pense souvent à ça, mais c'est important, mais aussi ce qu'ils développent, tout ce qui est R&D, tout ce qu'ils sont en train de développer, et avec des partenaires qui souvent sont les fournisseurs et qui sont les TPE-PME. Les grands groupes sont rodés à ça, ils font des formations, ils sécurisent, etc. Les TPE-PME qui viennent fournir finalement ces grosses entités, eh ben, elles n'ont pas les moyens de se protéger de la même manière. Et c'est bien de faire signer des contrats et autres, c'est déjà une bonne base. Mais les informations, elles circulent. Tu parlais du cyber à l'instant, c'est un vecteur principal, bien sûr. Les flux de données, on essaye de les chiffrer, on essaye de faire en sorte qu'elles soient protégées. Mais si on a, par exemple, un stagiaire qui n'est pas forcément français et qui a accès à ces données parce que ce stagiaire, il a des beaux diplômes, il a un très bon profil, etc., eh ben, on va lui demander de récupérer les données, de faire une analyse dessus pour qu'on puisse travailler en amont. Sauf que ce même stagiaire, et on a plein d'exemples, on en a tous croisé d'ailleurs, ce stagiaire, eh ben, il est d'origine de tel ou tel pays. Alors il ne faut pas voir systématiquement que les Chinois ou que les Américains aussi. Il faut voir qu'il y a plein de pays qui savent faire, qui savent mettre en place leurs étudiants, leurs stagiaires, ou même racheter des entités sous couvert d'autres intermédiaires, etc., pour obtenir les informations stratégiques des plus grandes structures, ou même des TPE-PME qui ont un savoir-faire unique. On parle de nouvelles technologies, mais de plus en plus, on parle aussi du vin, on parle aussi de plein de domaines liés à l'agroalimentaire. Et ce sont autant de recettes, autant d'informations qui sont importantes et qui sont d'intérêt pour la concurrence en France et à l'étranger. Parce que maintenant, on rattrape notre retard. En France aussi, on commence à faire ça. On fait des due diligence, on se renseigne sur les entreprises, comment elles fonctionnent, quel est leur écosystème, quels sont leurs fournisseurs, quel prix ils obtiennent de leurs fournisseurs et quel prix, du coup, derrière, ils arrivent à revendre leurs produits. C'est autant d'informations stratégiques qu'il faut préserver, qu'il faut protéger pour pouvoir... on a toujours un plan de développement dans son entreprise. Pour pouvoir assurer et conforter et sécuriser ce plan de développement, il faut éviter qu'il y ait des fuites, il faut éviter qu'on vienne nous voler des données ou qu'on vienne en obtenir sans forcément les voler, mais parce qu'on a aussi des collaborateurs... Juste parce que ça m'intéresse et que j'ai envie de savoir ce que tu fais, comment tu le fais. Et puis ça me permet à moi de ne pas faire les mêmes erreurs. Si on publie, si on communique sur les erreurs que l'on a pu faire, ça va profiter à d'autres. Si on publie sur la recherche qu'on a menée, sur laquelle on a investi, et sur les produits qu'on a trouvés et la réussite, ça veut dire que d'autres vont pouvoir le copier.
On critique souvent l'Asie et notamment la Chine de copier nos produits. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une approche interculturelle. Je dis qu'on a 20 ans de retard par rapport aux anglo-saxons sur l'intelligence économique, sur la sûreté économique. Dans ces pays-là, copier quelque chose, c'est mettre en valeur un produit. Donc c'est un petit peu un honneur d'être copié. Oui. Ce n'est pas notre vision des choses, c'est la leur. Oui. Et en fait, quand on a intégré parce ça... que quand on te copie, finalement, ça te pousse à faire encore plus et encore mieux. Voilà, on trouve que le produit est bien et en Oui. plus, la qualité suit maintenant. Avant, on pouvait dire pas mal de choses, mais la qualité Quand suit. on parle de la sûreté économique, je voudrais savoir, parce que quand on t'entend, c'est beaucoup protection du savoir-faire, Oui. protection de l'écosystème de l'entreprise, mais on parle aussi de sûreté physique, de sûreté logistique, d'anticipation des crises. On évoque quoi dans ces cas-là? Alors justement, si on veut protéger son activité, si on veut la faire grandir sans dévoiler, je dirais, ses secrets de cuisine, il faut mettre des choses en place pour protéger, et en termes de procédures et en termes de moyens. C'est-à-dire qu'on parle souvent de vol de données. Les attaques cyber sont en première ligne là-dessus et ça n'arrête pas de grandir parce que les savoir-faire aussi des hackers évoluent et au profit de structures privées comme de structures étatiques. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les machines avec lesquelles on travaille, les recettes que l'on intègre dans les machines, dans les chaînes de production, etc., tout ça, c'est susceptible d'intéresser la concurrence et d'autres entités. Et la sûreté physique Et bien justement, des personnes. la première faille finalement dans une structure, c'est quoi? C'est pas le fait qu'on puisse rentrer ou sortir dans un bâtiment, c'est déjà l'humain, c'est déjà les personnes qui travaillent là. Et même si on fait signer des clauses de confidentialité, les gens sont fiers de travailler pour votre entreprise. Les gens s'approprient finalement l'identité de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Et donc, bien sûr, ils sont fiers d'en parler. Ils sont fiers de parler d'un sujet sur lequel ils sont en train de travailler. Ils sont fiers de dire « nous avons un projet sur lequel on est en train de travailler. J'y suis associé pleinement par ma direction et j'avance ». Le directeur lui-même est fier d'avancer sur ces données. Ouais. Mais ce sont autant de choses qu'il faut réussir à cadrer. Il faut sensibiliser les gens là-dessus. J'ai un exemple parlant. Les restaurants d'entreprise ou les restaurants sur des quartiers d'affaires. Et on entend. on me voit arriver de loin. Oui, Il faut savoir qu'il y a des cabinets d'intelligence économique aujourd'hui, mais ça se faisait déjà avant. On parlait dans les services secrets, entre guillemets, ça me fait toujours sourire, où ça se faisait, on a l'image du film où le gars attend avec son journal et se met à la table d'à côté en sachant qu'il va y avoir des discussions stratégiques. Ça se fait vraiment pour le privé. Il y a des gens qui vont dans ces lieux-là, qui ne savent pas forcément ce qu'ils vont chercher, mais qui vont écouter. Je t'arrête là. Vas-y. Là, j'ai l'impression qu'on tourne un film. Là, ça y est, on est parti dans du James Bond. Tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont rémunérées, alors par d'autres entreprises ou par des acteurs étrangers, pour pouvoir aller dans des lieux qui sont fréquentés, qui ont été identifiés comme étant fréquentés par telle et telle personne d'une entreprise, qui s'assoit à côté banalement, en lisant ou pas le journal d'ailleurs, et après, qui vont écouter les échanges pour pouvoir en tirer des renseignements, des données. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, ça se fait. Donc alors, je prends l'exemple du restaurant. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Et il n'y a rien d'illégal à ça. Après, les gens parlent fort, les gens parlent de projets, très bien. Et en fait, ce sont autant d'informations qu'on ne trouve pas en source ouverte, c'est-à-dire sur Internet, parce que c'est les projets qui sont en cours, ce sont des choses sur lesquelles les gens discutent. Alors si au début les gens parlent discrètement en disant, c'est la phrase habituelle, bon, vous gardez ça à votre niveau, on parle entre nous, mais en ce moment, on est en train de travailler sur un partenariat avec telle entité, sur tel projet, sur tel développement technique, etc. Et puis après, il y a d'autres personnes qui s'installent sur les tables à côté, il y a un peu de bruit, donc forcément, on va parler plus fort, donc forcément, on va être mieux entendu. Et l'exemple du restaurant, c'est une chose, mais les salons, salons c'est la même problématique, bien sûr. Et il y a des gens qui, effectivement, passent du temps à se balader dans les allées des salons ou dans les restaurants. Bien sûr, ce sont des restaurants qui sont choisis dans des quartiers d'affaires, etc., pour récupérer des données. Et ces données-là, ils vont pouvoir les monnayer, parfois c'est sur commande et parfois c'est juste sachant qu'on allait faire cette vidéo ensemble, dernièrement j'ai eu l'occasion de prendre l'avion pour me déplacer et j'ai voulu tester parce que je me suis dit tiens, il va me raconter encore des choses, j'ai l'impression de tourner James Bond. Et volontairement, je me suis, tu sais, dans les salles d'attente d'aéroport, je me suis volontairement assise à côté d'un gars qui avait son ordinateur, tic, 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 tic.
Bon, alors même si... mais c'était en caractère suffisamment gros pour que je décrypte tout. C'est-à-dire que j'aurais voulu... en plus, tu es sûrement un ingénieur, hein, donc il y avait des schémas, etc. Je n'en dirai pas plus. Non, faut... J'ai envie de dire, avant de penser au restaurant, parce que tout le monde va se méfier demain, après avoir écouté cette vidéo, on devient un peu tout le monde va paranoïaque dire, après. bon, alors je ne vais plus dans ce bar-là, je ne vais plus dans ce resto-là, je fais attention à ça, à ça, mais même dans des lieux qu'on ne s'imagine même pas, sans avoir, moi, développé quelques moyens que ce soit, parce que je t'ai payé par personne, hein, je le dis. Simplement, le fait de dire, quand tu travailles sur ton ordinateur, sur des données qui avaient l'air quand même assez pointues, tu laisses pas quelqu'un s'asseoir à côté de toi, ou tu bouges, ou tu changes d'endroit, ou tu travailles pas à l'aéroport en attendant ton avion. Et tu vois cet exemple, eh ben, je suis sûr que tu l'as vu plein de fois, sauf que là, tu y as prêté attention parce que l'on allait se rencontrer et on allait en parler. Alors, auparavant, quand je travaillais dans le cadre d'une autre entreprise, on attirait beaucoup notre attention sur les aéroports et les Wi-Fi dans les hôtels en disant déjà, non, bien sûr, on ne s'y connecte pas, on et met de un dire, VPN, vous ne travaillez pas en laissant quelqu'un à côté vous s'installer. Même parfois des gens que tu soupçonnes même pas. Hein. Un filtre. Voilà. Un filtre de confidentialité sur l'écran, par exemple, c'est un exemple. Est-ce que tu vas jusqu'à dire, parce que j'ai vu quelques exercices comme ça, parce qu'avant de te recevoir, quand même, j'ai beaucoup navigué. Quand on parlait de sûreté physique, j'ai vu même des entraînements humains de sociétés qui allaient s'installer à l'étranger et qu'on maniait quand même avec une certaine violence pour leur faire prendre conscience de certains risques. Donc la sûreté économique aussi passe par là, par le fait d'apprendre aux gens comment il faut se comporter dans tel pays et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire et comment on peut se protéger. Sur la sûreté économique, forcément, on a déjà 3 piliers en fait. On a la veille, on va regarder l'écosystème, on va le surveiller sur notre concurrent, sur une veille technique, juridique, etc., de manière à anticiper les évolutions, les risques aussi que d'autres peuvent subir, et ça c'est déjà un premier pilier. Il y a le pilier offensif, c'est-à-dire que tu as abordé tout à l'heure les gens qui vont aller chercher des informations sur d'autres entreprises de manière plus ou moins légale, parce qu'il y en a qui vont très loin. On parle de travailler dans le blanc, c'est-à-dire sur la partie complètement légale, jusqu'au noir, où là on est carrément dans l'illégal. On parle parfois de gris clair, gris foncé, quand on est un petit peu borderline, mais voilà, on ne se met pas trop dans l'illégalité. Typiquement, faire les poubelles d'une grande entreprise, ce n'est pas illégal, et pourtant on y trouve plein d'informations. Exactement. Aller écouter dans un restaurant, on n'est pas en train d'enregistrer les gens à leur insu, on écoute simplement, on prend des notes, il n'y a rien d'illégal, on est dans un lieu public, voilà. Après, aller chercher, s'inventer une fausse identité pour aller récupérer des informations auprès d'une personne pour avoir des informations stratégiques sur son entité ou sur les entités avec lesquelles elle travaille, là on devient illégal. Parce que là on n'est pas agent secret, on n'est pas habilité pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un cadre légal en France, en Europe et à l'international où on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça fait partie des choses justement où certaines entités viennent préparer les gens à ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un cadre légal aussi de protection. Chaque entité en France a l'obligation de protéger ses collaborateurs au sein de son entité. Il y a le code du travail, mais il y a aussi beaucoup de jurisprudence. La jurisprudence Karachi, elle parle à beaucoup de gens parce que beaucoup de gens se souviendront du bus qui explose, etc. Et l'entreprise qui a été tenue pour responsable. On est sur un acte terroriste. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont l'obligation de former leurs collaborateurs qui partent en déplacement en France ou à l'étranger, d'autant plus à l'étranger. Te former par rapport à un bus qui peut avoir une bombe, excuse-moi, c'est quand même difficile. Moi, j'ai accompagné pas mal d'entités. Et ça fait un paquet d'années que je fais ça, sur différentes zones. Alors forcément, quand on va dans certains pays dits développés, sécurisés, etc., on se sent bien en sécurité, etc. Pas de risque particulier, tant mieux. On apprend aux gens quelle est la culture locale, quels sont les risques locaux, etc. Les choses à faire et à ne pas faire. L'interculturel, c'est important. Notre savoir-vivre en France, notre principe de politesse, a des codes qui ne sont pas les mêmes forcément au Japon, au Moyen-Orient, exactement, la façon de rentrer dans une maison, la façon de manger, tout simplement. Enfin voilà, on est sur un peu de protocole, un peu de savoir-vivre. Et ben ça s'apprend pour éviter de vexer les gens aussi, notamment quand on va faire une rencontre dans le cadre du business.
c'est bien de ne pas vexer Oui. son interlocuteur. Oui, parce que si tu commences déjà par le d'adapter à sa vexer, culture. là, Bien du point sûr. de vue, Eh ben, du c'est point le de vue même principe. business, C'est-à-dire que selon le niveau de risque, il va falloir former les gens. Et l'entreprise a une obligation de mettre en place des moyens, et dans ces moyens, il y a la formation des gens. Il faut qu'ils soient au courant des risques locaux. Il faut qu'ils soient au courant des risques dans les transports, dès l'arrivée à l'aéroport, dans les hôtels aussi. Il ne faut pas croire que dans les hôtels, tout est sécurisé. Est-ce que tu es en train de me dire qu'une entreprise... Oui, Oui. alors ça, tu as raison de le souligner, et on en a beaucoup d'exemples. Tu es en train de me dire, est-ce que je dois comprendre que l'entreprise doit faire signer un avenant à un contrat ou un papier, une convention, une charte de bonne conduite en disant, voilà, tu as bien été formé, tu as été mis en garde dans les transports à l'aéroport, et je signe, et si je saute dans un taxi, j'aurais signé un papier comme quoi... c'est ça que tu es en train de dire? Ça, c'est une manière de formaliser finalement ce qu'on a fait en cas de problème, en cas de procédure derrière, on sera en mesure de prouver qu'on a fait telle et telle formation, qu'elle soit en e-learning ou qu'elle soit en présentiel, etc. Ouais. Ça fait partie des... Enfin, disons que l'entreprise va se protéger avec ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait signer un papier qu'on est complètement couvert. Il y a des entreprises, d'ailleurs ça a créé d'autres jurisprudences après, il y a des entreprises qui ont donné des formations minima, je dirais, à leurs collaborateurs ou à leurs stagiaires, parce qu'on a aussi malheureusement des cas comme ça, qu'on a envoyés à l'étranger et sans avoir une formation spécifique aux risques locaux. Et typiquement, j'ai un exemple en tête en Inde, où on n'a pas, sur certains codes, justement, on n'a pas formé les alternants qui partaient là-bas, enfin les stagiaires qui partaient là-bas, et les gens se sont exposés, se sont retrouvés agressés parce qu'ils avaient eu un mauvais comportement aux yeux des autorités locales et se sont fait agresser par la population, etc. Les gens n'étaient pas prêts à ça. Donc ils avaient signé un papier comme quoi ils étaient formés, mais la formation était trop généraliste, elle n'était pas spécifique à la région, parce que l'Inde c'est énorme, mais d'une région à l'autre on a des cultures différentes. Ça peut changer. Et en fait c'est ça où il faut aller dans le détail là-dessus. Et il y a des moyens aussi à mettre en place. C'est-à-dire quand on a un collaborateur qui va à l'étranger, alors que ça soit sur un pays à risque ou pas, finalement c'est bien de savoir où il est, c'est bien de savoir à quel moment il s'en va, est-ce qu'il a été validé ce départ? Parce qu'on a encore beaucoup d'entreprises qui font partir du personnel, où les personnels sont tellement autonomes, que l'entreprise ne sait même plus qu'ils sont partis en Inde. À un moment donné, au fait, il est où et on ne sait plus où il est. Et tout ça, c'est dommageable. Et tout ça, ça peut se retourner contre l'entreprise si la personne a un souci. Mais ne serait-ce que si elle se fait renverser par une voiture. Il ne faut pas avoir la malveillance partout non plus. Parce que quand on t'écoute, on n'a peut-être même pas envie de quitter les locaux de son entreprise. Non, surtout pas. J'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas être paranoïaque. C'est à moi de l'être pour vous. Oui, alors ça c'est excellent. Qui est concerné par la sûreté économique? Toute chaîne économique avec les fournisseurs? Je disais tout à l'heure, toute la les chaîne. Prestataires, tout le monde? Tout le monde. Toi, tu mets tout le monde dans le même sac? Mais pas dans le même sac. Il faut faire du sur-mesure. On a des choses à protéger, etc. J'aurais tendance à dire que la protection, je disais, ça passe par les gens déjà. Si les gens, on les sensibilise à la sécurité de leur savoir-faire, donc de leur entreprise, donc de l'enceinte dans laquelle ils sont, quand on leur demande de porter un badge apparent, ce n'est pas pour les embêter à porter un badge, c'est que tout de suite, on va identifier une personne qui n'est pas du service. Voilà. On va pouvoir aller lui demander. Sensibiliser les gens, les former, c'est leur expliquer aussi que s'il y a quelque chose d'anormal dans leurs locaux ou aux alentours de leurs locaux, il faut en parler, qu'ils n'aillent pas s'exposer. Le but, ce n'est pas que les gens prennent des risques, surtout pas, parce que justement, sinon on ira à contre-pied de ce que je suis en train de dire. Mais il faut en parler, on a des responsables, et puis si on ne se sent pas, si on a peur, la personne est patibulaire, la personne qui est rentrée dans les locaux... Oui, mais enfin, il n'y a pas que le délit de sale gueule, excuse-moi. Je ne parle pas de délit de sale gueule, mais en fait, souvent, c'est la première approche, et les gens, ils entendent ce discours-là. Je peux très bien être en costume, cravate, et arriver dans une entreprise... Et c'est là où ça devient intéressant. Mieux que ça, je connais dans un grand groupe, je ne citerai pas bien sûr, parce que ça arrive partout, mais notamment dans un grand groupe, un test intrusion qui est... on nous demande de faire un test pour voir comment on rentre chez nous. Il y a des systèmes de badges, il y a des SAS, on ne peut pas rentrer. On fait la caricature, comme ça mais je vais expliquer comment la personne est rentrée. On a fait venir une jeune femme, bien sous tout rapport, et qui arrive. Pas fait mais bien sûr, ça fonctionne. Vieux comme le monde. Mais si, mais ça marche. Et normalement, le badge, il est individuel dans cette entité. C'est-à-dire que on peut pas badger deux fois. C'est-à-dire que si la personne badge, il rentre et il ne peut pas, avec le même badge, re-rentrer derrière. Il faut qu'il sorte. Le badge de quelqu'un avant. Et en fait, elle a juste demandé à quelqu'un de lui passer son badge avec un grand sourire. Et ça rentre. Et avec un air malheureux. Et elle s'est prise en photo dans le bureau du patron. Et voilà. Et donc, ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi ? Parce que les gens ont vu... Voilà, c'était la pause cigarette, il y avait du gens qui étaient derrière. Et la pauvre, on va l'aider, elle est pressée, elle a une réunion. Le discours et le scénario est déjà bien établi.
Pareil, moi j'ai eu un de mes étudiants en intelligence économique qui est venu me voir un jour en me disant, il me dit, moi, il faut que vous me recrutiez, monsieur. Je dis, mais j'aimerais bien, là j'ai Oui, pas de poste et disponible, pourquoi mais pourquoi? Mais déjà, finis ton diplôme, finis tes études. Il me dit, moi je rentre partout. Et je vais t'expliquer pourquoi il rentre partout. Il est en fauteuil roulant. Et oui, tout le monde est prêt à aider quelqu'un. Et ça marche. Et lui, il l'a compris, ça. Tout le monde est prêt à m'aider pour que je rentre. Il me dit, je rentre et vos tests intrusion, ils passent à 100% avec moi. Et il a raison. Il a complètement raison. Voilà pourquoi il faut faire reposer déjà des procédures et expliquer aux gens que ce n'est pas sur un sourire ou par bonne volonté, en étant serviable, que l'on va réussir à protéger son entité. Parce qu'il y a des gens qui sont assez malins pour se mettre dans un fauteuil et rentrer. T'imagines que quand les personnes vont écouter, regarder cette vidéo, alors toute femme qui a une problématique ne va plus rentrer dans une entreprise. Toute personne souffrant d'un handicap, on va s'en méfier. Non, on ne va pas s'en méfier, on va les orienter vers aller prendre un badge. S'ils ont un vrai rendez-vous, ils auront rendez-vous et ils seront accueillis comme il se doit. Okay. Et ils seront bien reçus. Donc ne se fier à personne. Quelles sont les menaces réellement pour les TPE, PME? Bon, tu disais, oui, il y a du vol de données, dégradation. Avec Gilles, sur la cybermalveillance, on a vu tout ce qui était atteinte au niveau de la réputation, de l'image de l'entreprise. Complètement. Mais c'est grave, docteur, j'ai envie de te dire. Tout dépend à quel niveau on place son activité. Est-ce que tu penses qu'il y a une entreprise qui estime que son activité n'a pas d'importance? Oui, c'est vrai. Donc oui, ça peut être grave à partir du moment où on n'a pas pris certaines précautions, où on n'a pas sécurisé ses locaux, où on n'a pas sécurisé les points sensibles. Stratégiquement, qu'est-ce qu'il y a de plus important à protéger dans son entité? Chacun le sait à son niveau. Est-ce que c'est son laboratoire? Est-ce que c'est son coffre-fort? Est-ce que c'est son serveur? Donc toi, tu es en train de dire, un peu comme dans les sujets de surveillance, qu'est-ce que j'ai ou je dois protéger dans mon entreprise qui a quelque part une valeur particulière? Exactement. Qu'est-ce que je dois protéger? Qu'est-ce qui me mettrait mon entreprise à genoux si on me le volait, on me le dégradait où on obtenait les informations qui sont dedans. Voilà. Comment réagir? Alors déjà, comment l'identifier avant de réagir? Moi, ce que j'aurais tendance à dire, plutôt que de réagir, j'ai tendance à parler d'anticipation. Le plus important. Bien sûr. Anticiper plutôt que subir. Mais admettons, là, je viens de subir, je sais pas, des vols. En R&D, on travaille sur un projet et on s'est rendu compte qu'avec la photocopieuse, il y a une personne qui est arrivée derrière, une petite clé USB, terrible, et qui a tout pris, et que c'était un stage, voilà. Donc un stagiaire. Bon, là, comment je réagis si je m'en suis rendu compte? Et alors, le problème, c'est ça, c'est qu'on s'aperçoit, on ne va pas regarder que le côté cyber, on va regarder l'ensemble. Tu parles du stagiaire, c'est un bon exemple. On s'aperçoit d'un vol ou d'une fuite de données en général 6 mois, 1 an après les faits. Pourquoi on s'en aperçoit? Parce que ça va transparaître sur des bases de données, alors je dirais sur Internet, sur les sources ouvertes, dans le clear, deep ou dark web. On parle souvent du dark web. Le fait d'aller dans le dark web, ce n'est pas illégal. C'est ce qu'on y fait finalement qui peut être illégal, mais finalement également sur Internet classique. En fait, déjà, ce qu'il faut mettre en place, c'est comment je peux m'apercevoir le plus rapidement possible que j'ai été visé et qu'on a réussi à me prendre des données. On va pouvoir le voir grâce à une veille, par des recherches ponctuelles et souvent, mais par une veille aussi, et sur nos activités, voir si notre projet R&D, justement, tiens, il y a mon concurrent en France ou à l'étranger, tiens, il est en train de développer quelque chose, ça ressemble beaucoup à ce que l'on fait nous. Est-ce que j'ai protégé finalement mon savoir-faire à un moment donné? Est-ce que je suis passé par l'INPI? Est-ce que j'ai déposé mes brevets? Est-ce que je les ai déposés aussi au niveau européen, au niveau américain, etc. Je me suis rendu compte qu'un concurrent à l'étranger, finalement, développe à peu près la même chose que moi. Qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là? Parce que je n'ai pas déposé, si tu veux, à ce moment-là, mon projet. Donc j'ai quoi comme solution? Je vais taper sur l'épaule du gars en question en disant... C'est moi qui bosse depuis X années, tu m'as piqué mon truc. Le gars, il peut très bien me répondre. C'est toujours très compliqué. Nous aussi, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu as comme solution une fois que tu peux le constater? C'est toujours très compliqué. Alors, il y a toujours la solution juridique qui peut être très longue. Et comme on est sur plusieurs territoires avec des législations différentes, c'est toujours très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est d'identifier rapidement est-ce qu'ils ont tout ou partie de ce que j'avais développé et de ce qui était moi. Rapidement aussi. Pour pouvoir aller lui rigoler au nez en disant votre truc ne marchera pas parce il est que bancal. Peut-être trouver un accord et peut-être trouver un accord en disant vous êtes implanté dans votre pays, moi je suis implanté dans le mien, je vous donne la suite du puzzle si on trouve un accord complet. Ça peut être une négociation. D'accord. En tout cas, protéger son aîné, j'aurais tendance à dire
perdre le moins possible. Une fois qu'on nous a volé une partie de notre savoir-faire, ça va être compliqué de tout récupérer, à l'évidence. On a une société française qui, il y a quelques années de ça maintenant, Parrot, qu'on connaît beaucoup pour tout ce qui est casque audio, etc. Mais également, c'est une entreprise qui avait pignon sur eux, enfin en tout cas qui a développé beaucoup de choses sur tout ce qui est drone, etc. On est sur la famille Cédou, qu'on connaît plus sur le petit écran ou le grand écran. Mais là, le dirigeant de Parrot avait, lui, opté pour dire « je dépose plein de brevets, mais surtout, je communique sur tout ce que j'ai fait ». Et il a communiqué sur tout ce qu'il avait fait. Ah, donc du il coup, a dit, ceux voilà, qui c'est avaient déjà connu avant. Voilà, au cas où quelqu'un ait piqué Bien certaines sûr. choses, lui a été s'est octroyé la primeur. Il a prouvé. Oui, mais je peux très bien sûr. lever le doigt en disant Il a perdu aux monsieur, non, États-Unis parce pour que autant. moi, ça fait 10 ans que je travaillais là-dessus. C'est peut-être vous qui m'avez piqué d'ailleurs mon truc. Eh ben, il faut réussir à prouver finalement l'antériorité. D'accord. Et enfin voilà, il faut réussir à prouver qu'on était le premier à y avoir pensé, à l'avoir développé. Il a perdu pourtant bon nombre de procès aux États-Unis. Bah, oui, c'est ce que j'allais te dire. Là, j'allais rebondir exactement là-dessus en disant il n'a pas tout gagné non plus. Hein. Ah oui, non. Et c'est toujours compliqué parce que d'un pays à l'autre, c'est toujours difficile. Beaucoup de pays, enfin, on va pas, enfin, moi je veux pas taper sur un pays ou un autre parce que j'ai plaisir à travailler avec autant de personnes, de différentes entités en Asie comme de l'autre côté de l'Atlantique. Mais il faut être franc. Je disais tout à l'heure, les pays anglo-saxons, c'est un sport finalement de faire de l'intelligence économique et d'aller chercher des informations. Je dirais presque par tout moyen. Là, dans ce sport-là, ils ont gagné finalement, mais parce qu'ils mettent aussi les meilleurs outils. Hein. Ils s'équipent des meilleures installations sportives pour leur compétition. Oui. De leur côté, l'État les aide. L'État américain, comme l'État en Chine, mais ils les aident complètement. Ils protègent leur économie. Ben, c'est normal. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt, on parle de souveraineté finalement, c'est dans l'intérêt de chaque pays d'aider les entreprises qui sont là, qui sont les entreprises qui font tourner l'économie du pays. Qui sont considérées comme étant stratégiques alors. Mais bien sûr, elles font... Toutes sont stratégiques, toutes ramènent et font tourner l'économie du pays, donc c'est à leur avantage. En France, j'aurais tendance à dire, je vais être un peu critique, pardon à nos élus, mais on a un peu une vision septennale avant, quinquennale aujourd'hui de développement économique, même si bien sûr on va un peu plus loin. Et parfois de bisounours. Je n'irai pas jusque-là, mais... C'est moi qui le dis. Je te laisse cette part-là. Mais à côté de ça, on a des pays comme aux États-Unis où les lois sont faites pour protéger leurs propres entreprises et puis pour partager des informations stratégiques de l'étranger avec leurs entreprises. Enfin, je veux dire, c'est un jeu de dupes. Mais les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, pourquoi ils sont pointés du doigt tout le temps, et on a mis en place, l'Europe a mis en place le RGPD, donc la protection des données à caractère personnel. Pourquoi ? Parce que ces entités-là, outre-Atlantique, font énormément de business avec des données, alors des données à caractère personnel, mais pas que, qu'elles obtiennent gratuitement et de manière plutôt offensive, mais gratuitement auprès des ressortissants européens. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'on a tous mis la tête sur le bio en disant servez-vous quelque part. Mais parce qu'ils ont fait en sorte d'être incontournables et de faire en sorte que des lois chez eux leur permettent de partager aussi l'ensemble, grâce à leurs algorithmes, etc., de partager des données stratégiques et des données de consommation. Et on va rester juste sur les données de consommation, mais qui permettent d'orienter les entreprises américaines sur les marchés européens. Oui. Forcément, ils gagnent un temps terrible. Qu'est-ce que tu peux leur proposer ? Parce que regarde, les tendances, c'est ça. Et ça leur vient, je dirais, gratuitement. Enfin, maintenant, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui le font à travers ta carte de fidélité. Hein. Tu la présentes, tu sais ce que tu as consommé, on définit ton profil. Et où sont stockées ces données ? Voilà. Et pas gratuitement. Et pas gratuitement. Oui, elles peuvent être revendues. Et elles sont reprises par ailleurs. Enfin, voilà. En tout cas, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut protéger toi, tu parles, enfin, quand je t'entends, j'ai l'impression que les moyens sont énormes à mettre en place. Soit veille, tu parles de veille, tu parles d'intelligence économique, tu parles de procédure. Cohésion interentreprise, moyens passifs, actifs. Une usine à gaz que demain je dois mettre en place pour finalement... J'ai parlé de sur-mesure surtout tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup de moyens, mais il faut les adapter par rapport à chaque entité, par rapport à sa localisation, par rapport à son activité, par rapport à son volume. Je veux dire, un volume de production, ça peut être une TPE, mais qui a une chaîne de production énorme. Enfin, voilà. Et en fait, tout ça, ça s'adapte. Pour le comprendre, pour l'identifier, et pour identifier surtout les moyens à mettre en place pour protéger et physiquement et logiquement, et notamment aussi les personnels, hein, puisqu'il y a cette obligation légale dont je parlais tout à l'heure, et ben, le mieux, c'est de faire déjà un diagnostic, un audit de l'entité,
Et dans cet audit, on ne va pas prendre juste, parce qu'on en voit beaucoup, un audit sûreté Oui, physique, c'est là ce il que faut une j'allais barrière, là il faut quelque Ouais, chose. enfin, Non, moi, quand tu vois le résultat de certains audits avec les préconisations que tu as derrière, tu te dis ouais, ok, Et puis j'ai vu eh trop ben, finalement d'audits. je peux mettre que ça en place parce Et- que la tartine elle est tellement et maintenant- importante que tu as même des personnes qui sont découragées en disant mais Non, ça non. va coûter combien puis on Mais va je pouvoir le comprends. développer en combien Et de mois. Et puis il y a trop d'audits aussi que j'ai pu voir. Oui, puis tu as l'audit je ne de vais pas l'audit taper en sur la plus, hein. concurrence, Ouais, mais il y a ouais. trop d'audits où j'ai pu voir en fait, où on souligne des failles, mais les gens, le patron de l'entreprise, il les connaît ces failles. C'est son site, il le connaît par cœur. Oui. Un audit, un diagnostic de sûreté, je parle de sûreté physique et de sûreté Ouais. économique, puisque Ouais. si on protège une entreprise physiquement, c'est pour protéger son activité économique. Ça commence déjà par un diagnostic et un audit qui va prendre en compte l'activité et les points sensibles. On D'accord. n'arrive pas avec un audit physique en disant il Je vais te faut prouver que des chez toi, je peux standards. rentrer comme dans Allez, un on va moulin. faire un bunker. Ouais, Alors, ouais, je vous prouve que ouais, ici, c'est ouais. pour eux. Et on va faire un bunker et je vais vous faire acheter plein de caméras, plein de murs. Je vais vous mettre des murs de 4 non, mètres de c'est pas ça. On ne veut pas bunkeriser une entreprise, et puis c'est pas D'accord. agréable pour que les gens Ouais. viennent travailler, et Ouais. puis c'est pas accueillant non plus pour Oui. les visiteurs qui pourraient venir, des prospects ou des Puis, partenaires. je sais pas, moi si je passe dans la rue et Mais- que je vois un bunker, je me dis c'est là qu'il faut que j'aille. En plus, c'est En plus, hyper. ça permet aussi de faire. Voilà. Effectivement, Tu- on me l'a tu- dit souvent et tu as raison. Ouais, tu peux te faire repérer encore plus facilement là. Donc hein. en fait, un bon audit, il va déjà commencer à comprendre quelle est l'activité et quel est le point sensible et comment ça fonctionne dans D'accord. l'entreprise. Si on ne connaît pas le métier que l'on vient protéger, on ne va rien protéger à Ouais. mes yeux. Donc déjà, c'est une première approche. Il y a donc beaucoup d'échanges avec les gens, mais pas qu'avec la direction, aussi avec les gens Avec qui les sont sur salariés, le terrain. oui. Bien sûr, parce qu'eux, ils ont aussi des habitudes de travail qui leur permettent d'être performants et de bien faire fonctionner l'entreprise. Si demain, on leur donne trop de contraintes, Oui, bah, ils vont les contourner, Ouais. ou sinon, ils vont baisser les bras et l'entreprise va perdre en activité. Ce qui n'est pas du tout le but recherché. Le but, c'est vraiment de protéger le savoir-faire, l'entité et du coup son activité. et de ne pas faire peur aux gens. Et non surtout plus. pas. Ouais. Donc, on va essayer surtout de mettre, et ça coûte pas cher finalement, des procédures en place. Ben, plutôt que de tous rentrer par le portail, finalement, qu'on ouvre en grand et on ne regarde pas qui passe, et ben, on va faire peut-être quelque chose de plus individualisé. Avec, voilà. On ne va pas mettre 15 caméras. Des caméras, on va en mettre sur une petite entité. On va en mettre uniquement sur, À l'entrée. sur les points de passage obligés. Dire, pourquoi en mettre dans les bureaux? Déjà, il y a aussi une législation qui nous Oui, interdit de les oui, mettre dans les bureaux. Mais j'ai vu des choses assez extraordinaires. hein, Et puis, c'est bien d'être indépendant. C'est-à-dire que la personne qui Comment va ça, faire les indépendant? préconisations, c'est là où j'en viens, la personne qui va faire les préconisations, qui va faire l'audit, etc., il ne faut pas qu'il soit lié au fournisseur. Ah oui, d'accord. Je Parce que comprends ce si tu veux dire. je suis fournisseur et que je viens faire l'audit, forcément, je vais dire, je vais mettre des caméras et je vais mettre du contrôle Oui. d'accès Oui. partout où j'ai besoin. Oui. Partout, pas où j'ai besoin, mais partout où je vais pouvoir faire du volume. D'accord. Et j'ai vu plusieurs fois des caméras qui se regardent entre elles. Oui. C'est joli. sympa. C'est sympa. Mais Tu m'as vu, je t'ai c'est pas vu, c'est forcément OK. efficace. Alors voilà. parfois c'est Oui. nécessaire parce Oui. qu'il y a un Oui, parce angle que tu mort, peux avoir parce des qu'il y a des angles choses, morts, oui. mais c'est pas nécessaire. Quand il y a cette indépendance finalement sur l'audit, eh ben après on peut dire il faut tel type de matériel, etc. Il faut tel volume. Parce que finalement, sur l'audit, on ne va pas gagner plus d'argent à dire qu'il Oui. en faut 100 ou qu'il Oui. en faut 15. Oui. Pas une question de volume, mais par contre, stratégiquement, il faut que ça soit là, il faut que ça soit telle qualité aussi. Parce que si on prend une Ah image, oui, dès qu'il fait nuit, si l'image tu est peux floue, plus rien exactement, voir, ou si on si n'a tu pas de peux vision pas grossir nocturne. l'image pour voir, Exactement. ouais, c'est pas la peine. Et puis, il faut respecter aussi le cadre légal. Oui, en plus. L'idéal, finalement, c'est même d'être à la genèse de la construction d'un bâtiment. Et moi, j'adore faire ça, parce que souvent, les gens construisent un bâtiment tout neuf. Super, je monte mon entreprise, je suis en train de grandir finalement, donc j'ai une entreprise plus grande, avec des bureaux mieux, avec un laboratoire que j'ai mieux situé. Et je l'ai que mis je au mets en sous-sol pour valeur. que personne ne le voie. Ou pas forcément, mais oui. où je le mets aussi en valeur. Ça peut être, c'est plutôt sympa. Enfin, en tout cas, c'est le cœur de l'activité. Et avant, les gens construisaient des super bâtiments. Ils passaient par des architectes qui leur faisaient des trucs très sympas, plutôt parfois exotiques, avec des lieux de détente, etc. Et après, on vient nous voir en disant « Allez, maintenant que j'ai mon bâtiment tout neuf, on veut le Qu'est-ce que je peux sécuriser. » faire ? Bah, Mais sauf que là, on a dit, là, c'est joli, mais ça crée une faille. Là, Ouais. on peut escalader facilement parce que c'est bien d'avoir mis des arbres tout autour, sauf qu'ils servent de passerelle. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et on est obligé de dire, là, il va falloir tailler l'arbre. Là, enfin, j'exagère à moitié, mais je l'ai vraiment non, vu. mais je l'ai vécu aussi. Donc, Voilà, oui, et oui. tu vois, Ouais. c'est du bon sens en fait. La protection, finalement, c'est beaucoup de bon sens. Quand on y réfléchit, comme quand tu étais à l'aéroport, tu dis, Ouais.
c'est visible. Et ben voilà, il suffit d'y prêter un peu d'attention pour le comprendre et le voir. Et malheureusement, c'est compliqué quand on arrive à dire, ben non, là le grillage il est pas efficient, il faudra en mettre plutôt un là, et on est sur des coûts supplémentaires, ce qui est insupportable quand on arrive et de dire, ben, il va falloir payer encore plus, alors que le bâtiment en plus il est neuf. Ce qui est intéressant, c'est d'être à la genèse, en amont complètement. Et comment on fait pour tout ce qui est on accompagne ERP l'architecte ou tout ce qui est incendie, et ben c'est de justement, se tout dire, ça, on le prend voilà, en compte. d'intégrer dès le départ. D'ailleurs, tu parles d'incendie, tout ce qui est sécurité, donc il y a des obligations, c'est normé, c'est prioritaire. Il y a plus de risques d'avoir un incendie, et heureusement, que d'avoir un braquage ou un vol. Voilà, donc c'est vraiment la priorité. Donc, ben, il faut prendre ça en compte, il faut prendre en compte la législation, l'audit, il doit le prendre en compte. Et puis, quand on est en amont, on va être dans la conception. Donc, on ne va pas être obligé de refaire. On travaille directement avec l'architecte, avec le bureau d'études que l'on intègre en termes de sûreté. Il y a des bureaux d'études spécialisés, je suis bien placé pour le savoir. Et on va être sur des préconisations qui vont être sur l'expérience par rapport à l'activité de l'entreprise. Et on va faire l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans ce sens-là, sur la sûreté. Et à l'utilisation qui va être faite. Pour avoir un principe, pour qu'on puisse y mettre des procédures qui seront adaptées et pratiques pour tout le monde. On dit beaucoup que la sécurité, incendie, vient tuer la sûreté. Parce que d'un côté, c'est je dois pouvoir pousser une porte et puis sortir facilement, entrer très large. Et puis de l'autre côté, on dit non, mais là, non. Parce que là, c'est un point de faiblesse, on peut rentrer par une porte de secours. C'est ça, il y a beaucoup de normes. Seulement, et c'est bien de penser à la sécurité, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. La France est quand même en tête. Quand on va dans d'autres pays, souvent, on se rend compte que... quand j'installe des entités françaises à l'étranger, quel que soit le pays, un pays à risque ou pas à risque, souvent on s'appuie, bien sûr on respecte les normes locales, mais souvent on s'appuie sur les normes françaises en termes de sécurité incendie, etc. Parce que ces normes sont quand même élevées et on est sur un niveau de protection qui est très, très bien adapté. En sûreté, on s'adapte de toute façon, et souvent la sûreté, c'est quoi ? Elle va rejoindre souvent la sécurité. Tu parlais de la porte de secours, il faut la sécuriser, etc. Il y a des choses qui permettent de dire on la met sous surveillance, on fait en sorte qu'elle se débloque uniquement en cas d'incendie. On est capable de le faire, la technologie ou si elle le est fait. Ouverte, d'avoir une alerte. Le problème, souvent la faille, et je reviens à l'humain, souvent c'est que la porte de secours, là, elle est pratique parce qu'elle est à côté de mon bureau et pour aller fumer ma cigarette et boire mon café. En plus, il y a un petit auvent, donc du coup, je me mets à l'abri. Ne pointe pas du doigt que les fumeurs. Non, je suis ancien fumeur, mais c'est pas une question de ça. C'est surtout de dire, il y a aussi, ça fait partie des règles, si on les respecte. Mais ça fait partie aussi des habitudes. C'est vrai que souvent, tu as des entreprises, et Dieu sait que nous l'avons constaté, tu n'as pas le droit d'aller fumer devant, et ça peut se comprendre pour l'image, pour X raisons. Pour différentes choses. Donc, aussi, en termes de sûreté. Tu es obligé de prendre une issue de secours pour être à l'arrière de l'entreprise, qu'on ne te voit pas. En plus, il y a les cendriers. Mais et bien évidemment, au bout d'un moment, le PC de sécurité en a ras-le-bol d'entendre cette alarme qui se déclenche parce qu'il sait, que c'est par là que les gens sortent pour aller fumer ou discuter un peu entre eux ou prendre l'air. C'est ça. Pas que la cigarette, c'est prendre un peu l'air. Bien sûr. Et il ne la regarde plus après. Oui, il ne la regarde plus. Si tu devais faire passer, allez, je dirais un seul message ou un seul conseil qui te paraît pour toi incontournable, qu'est-ce que tu dirais ? Soyez proactif sur la sécurité de votre activité. Alors, toi, ta définition de la proactivité, parce qu'on n'a pas tous la même définition. Ma définition de la proactivité, c'est anticiper déjà. On connaît son entité, on connaît les points sensibles, etc. Et il y a un regard avec... un regard extérieur. Je me mets du côté de la concurrence, je me mets du côté de la malveillance, on peut parler de dégradation, etc. De squat aussi, ça c'est vraiment au goût du jour, les squats. On a des communautés qui squattent des entreprises de force avec les caravanes, etc. Je ne pointe pas du doigt, mais il existe aussi des aires d'accueil officielles. Pour autant, ils viennent embêter les entreprises et je sais que c'est un vrai souci, notamment sur le parc. Et ça fait partie des choses sur lesquelles je me mets à la place. Et finalement, qu'est-ce qui me gênerait ? Se mettre à la place finalement de l'intention malveillante et de comprendre que le bon sens s'applique dans leur sens, mais il s'applique aussi pour nous. Oui, mais alors là, parce que tu as cité une petite phrase qui va me faire forcément réagir. J'aime bien. Pour moi, le bon sens, ça va être de mettre des plots à l'entrée de mon entreprise, de faire en sorte que, une fois que tout le monde est rentré, les plots se lèvent, et puis le week-end, je pars entre la grille, le portique et les plots, personne ne peut rentrer. Sauf que ça se meule, ça se scie et ça s'arrache. Ça dépend du matériel que l'on prend. Donc, si tu veux, c'est difficile aussi, ça il faut que tu l'entendes,
Toi, tu es dans ce milieu-là, donc bien évidemment, toi, tu l'imagines, mais c'est difficile pour un chef d'entreprise, pour un dirigeant, de se dire, voilà, je mets ça en place et je suis sûr que personne ne peut le franchir. Sûr pour des personnes qui j'allais dire le mot pervers, mais c'est un peu ça, d'imaginer le pire et avoir ce côté pervers à se dire, bah, ça, on peut me l'arracher et puis passer, tout simplement. Et puis une fois que je suis passé, je te fais un grand sourire et je te dis je suis passé. Donc c'est pas évident, comme tu le dis, de sortir la tête dans le guidon, première chose, la tête du guidon, et puis de regarder en effet qu'est-ce que je peux faire, d'être un peu logique, mais aussi tu as ta logique à toi, de personnes honnêtes, de personnes qui ne détruiraient pas des biens ou tels moyens. Donc c'est un peu difficile d'imaginer ce que l'autre pourrait, lui, imaginer pour rentrer chez toi. C'est difficile, mais on arrive à se mettre un petit peu dans la peau de la malveillance à partir du moment... Non, parce que je vais rebondir sur moi après et l'expérience que je peux avoir et qui fait que la plus-value que je peux apporter. Sinon, je pourrais changer de métier en disant juste mettez-vous dans la peau de la malveillance pour comprendre. Ça ne suffit pas, bien sûr, mais pour être le plus simple possible, déjà pour avoir une première vision des choses, ça permet vite de réfléchir. Mon portail, est-ce qu'il est adapté? Est-ce que le temps d'ouverture est adapté? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de sécurisation? Et on parle que du portail, on parle que mes collaborateurs, est-ce que finalement ils savent ce qu'ils ont à protéger ici? Est-ce que tout le monde est au courant? Est-ce que j'ai juste formé certaines personnes, mais finalement l'hôtesse à l'accueil, est-ce qu'elle est elle aussi formée à bien réagir? Ou le prestataire de nettoyage qui vient pour faire l'entretien des locaux. Alors le prestataire que l'on ne voit pas, on ne veut pas voir dans les locaux, dans les bureaux la journée, donc on fait venir le matin de bonne heure avant tout le monde ou le soir tard après tout le monde. Et donc à qui on laisse les codes, le badge, le pass pour pouvoir aller partout. Et c'est aussi parallèlement la personne la moins bien payée de toute l'entreprise. Si demain, moi, cabinet d'intelligence économique, alors c'est pas ce que je fais parce que ça pour moi c'est de l'illégal et je ne travaille pas dans le noir, mais il y a des cabinets qui n'ont pas de problème à le faire. Si vous donnez notamment à l'approche de Noël à cet agent de ménage un billet en lui disant je veux juste les 2 poubelles là, qui sont dans les bureaux, qui sont là. Je veux juste les 2 poubelles et je vous arrondis votre Noël. La personne ne voit pas le mal. C'est du vu. D'où l'utilité des broyeurs et en zigzag. Oui. Ou les échantillons aussi. Les échantillons qui sont dans les poubelles. Dans des sociétés de production, on parlait d'agroalimentaire notamment tout à l'heure. Je veux juste les échantillons qui sont à la poubelle. Ne volez rien. Je veux juste la poubelle. Ils touchent un billet de 500 ou de 1000 euros pour donner une poubelle. Donc, anticiper. Vous voyez, anticiper ces choses-là. Exactement. Et je l'ai déjà vu, il y a des pauvres gens qui travaillent, des gens de ménage, et qui se lèvent le plus tôt, qui font des horaires de fou et qui se mettent en difficulté, qui perdent leur emploi à cause de ça, qui se retrouvent en garde à vue dans les locaux de la police ou de la gendarmerie à cause de ça. C'est triste. Et pour éviter ça, si déjà on l'anticipe, c'est déjà une bonne chose. Après, pour trouver des solutions, oui, là, le bon sens ne suffit pas. Les solutions, c'est l'expérience. Ce sont des compétences. Ce sont des compétences, ce sont des acquis. Et l'expérience, elle repose et sur les modes opératoires malveillants, mais également sur les moyens, sur une veille, parce que nous aussi, dans notre métier, on assure une veille. Quelles sont les technologies qui évoluent? Les moyens. Voit que la malveillance évolue. Donc la veille, elle sert aussi à voir les modes opératoires, comment ils évoluent. On utilise de plus en plus la violence aujourd'hui. Il y a des choses qu'on voyait plutôt en Amérique du Sud en termes de violence, qu'on voit de plus en plus en France aujourd'hui. À la sortie de l'aéroport du Bourget, on reçoit une autorité, on reçoit un gros client étranger et il se fait braquer à peine sorti de l'aéroport. On a des tas de choses comme ça. Tout ça, ça se prépare. L'accompagnement physique, on parle de moyens passifs et de moyens actifs. Le passif, on est sur les murs. On peut faire des choses agréables, pas forcément des plots et des choses. On peut mettre du mobilier urbain, des œuvres d'art qui sont urbaines et qui vont empêcher, qui vont filtrer, qui vont empêcher un véhicule de rentrer, qui vont en tout cas être des moyens. Je me souviens, une école, j'adore accompagner les écoles parce qu'il faut que ça reste agréable une école. J'ai l'exemple d'une école à l'étranger en Indonésie où les murs sont super épais et sont super hauts. Ils ont sécurisé, mais à l'excès à mes yeux. Après, tant mieux, les enfants J'imagine sont en les sécurité. enfants qui rentrent dans ce genre de structure. Même les enseignants. Tu as l'impression de rentrer en prison, je suis arrivé là, mais de l'autre pas côté dans du une monde. école. Mais c'est ça en fait. Cet exemple-là, et je reconnais le niveau de sécurisation qui a été donné et je félicite la direction pour ça. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu ce gros portail noir et tout. Mon premier réflexe a été de dire je me croirais à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, que je connais bien pour y avoir travaillé plus d'une fois. Et les enseignants qui étaient à côté de moi,
qui m'ont regardé en me disant on ne connaît pas Fleury-Mérogis, mais c'est l'idée qu'on s'en faisait. Oui, d'accord. Pour moi, c'est un vrai problème. Et donc, j'aime bien accompagner les écoles parce que justement, il y a comment dire, Mais tu sais, ce pour challenge une de entreprise, sécuriser pour une entreprise aussi, c'est pareil. Et c'est pour Tout ça à que l'heure, j'aime tu bien le l'exemple. soulignais. Oui. En tant que salarié, tu as besoin Mais oui. que ton environnement, et on en parle de plus en plus, le bien-être au travail, etc., Bien sûr. etc., l'environnement au travail. Tu n'as pas envie de rentrer dans un bunker avec non, surtout pas. une porte sans lumière du jour et te dire, voilà, je travaille dans une société sensible, ils en ont fait un bunker. Quand je rentre là-dedans, Et c'est pas toujours agréable. je me sens certes Bien en sûr. sécurité, mais c'est pas agréable. C'est agréable pour personne. Et c'est pour ça que moi j'aime bien trouver des solutions. Enfin voilà, avec mes collaborateurs, Différentes. on aime bien trouver des solutions différentes. Et on a des plantes défensives qui servaient déjà, je dirais, bien avant notre ère, à protéger un village, et qui sont plus efficaces que du barbelé pour certaines, qui sont suffisamment Non, c'est ancrées les au douves et sol. c'est les pics. Ah, mais, Je plaisante, mais pas sans loin. aller jusque-là, parce ouais. qu'on ne peut pas se mettre à défaut non plus. Enfin, on sait que la législation en France, si le cambrioleur il se blesse chez nous parce qu'on a mis un dispositif, il a le droit de déposer plainte. C'est comme ça. Voilà, si on met des choses dissuasives, et je vous promets, par exemple, il y a plusieurs plantes défensives qui existent, mais on prend le Pyracantha qui est un des plus connus. Pyracantha, on n'a pas envie de s'y frotter. Oui. Voilà, ça fait partie des choses où c'est vert, c'est joli, ça fait en plus des baies assez colorées. Mais je fais savoir que ce n'est pas facile à rentrer. Donc ton conseil, c'est prenez de la hauteur, regardez, c'est ça. Et puis allez solliciter quand même des gens compétents en la matière. Ça sera plus efficace. Merci beaucoup. Et puis, on parlait de sûreté économique. Avant de travailler avec un partenaire, ce que tu as fait sur moi, sur le sujet, tu es allé sur Internet, tu t'es renseigné. Oui, parce que c'est la moindre des choses, c'est d'avoir des angles de vue complètement différents. C'est un réflexe pour qu'on a savoir pas en de quoi on va parler. Et puis, par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même beaucoup d'expériences qui sont malheureuses, que l'on trouve sur Internet. Bravo pour les personnes qui ont la franchise de reconnaître. Voilà, moi, j'ai vécu cette expérience-là. C'est bien, ça profite pour les autres. Donc, ça profite pour les autres. Mais il faut quand même creuser un peu. Ce n'est pas en 10 minutes que j'ai trouvé ce genre d'exemple. Donc, oui, c'est se renseigner. Il faut faire pareil. Avant de travailler avec un partenaire, avant de travailler avec un prestataire. Et puis parfois, savoir passer les bons coups de téléphone au bon endroit pour se renseigner sur le profil des personnes. Mais écoute, merci beaucoup, Marc, pour cet échange. Alors, sans langue de bois, et puis très concret. Merci beaucoup. Merci à toi, merci une fois. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Ça pique au parc. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Likez, commentez, partagez, vous en avez l'habitude. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez toutes les coordonnées de Marc, tant qu'à faire. Voilà. Écoute. Merci à toute la régie. Merci à notre photographe. Un petit clin d'œil à Annie qui préfère maintenant rester derrière la caméra. À bientôt. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Et vous voyez, finalement, la sécurité économique, ce n'est pas une usine à gaz. Mais il suffit finalement de s'adresser aux bonnes personnes. Merci, Marc. Merci encore.